Maintenant, on s'attaque au réseau électrique. On va définir les différentes tensions pour différents dipoles. On commence par la résistance. La résistance est un consommateur de tension, c'est-à-dire lors du passage du courant, au cours du passage, la tension dans une résistance a tendance à diminuer. Donc on a la tension au point B plus bas, elle est plus basse que la tension au point A. On mesure la baisse de tension, la diminution de tension, on écrit UR est égal à UA moins UB. Elle est donnée par la loi d'Ohm, UR est égal à RI. Donc, la logique d'A pour une résistance pure, c'est U à l'entrée du courant moins U sortie du courant. Bon, pour le générateur de tension, il est caractérisé par sa force, par deux caractéristiques, la force électromotrice, la FER, et sa résistance interne. La FER, elle nous donne une idée sur son aptitude à produire du potentiel, parce que c'est un producteur de potentiel. Donc, la force électromotrice du BA, il يطلع le potentiel. Il joue le rôle d'une pompe qui m'affle hydraulique, c'est une pompe à eau. Donc les charges l'eau avec une potentiel, l'eau les endroits bas, يطلعهم في les endroits hauts. هنايا يدخلهم بالبوتنسيال صغير يخرجوا potentiel plus élevé. Alors, et lui donne aussi, il mesure aussi son pouvoir de transporter les charges. Donc ça va dire l'électromotrice, la force électromotrice. La résistance interne, parce que c'est un conducteur, donc il a une résistance. Donc il est schématisé par deux barres plus une résistance. Donc le courant, il dit B, il dit le pôle négatif, donc le potentiel le plus bas, il va vers le potentiel le plus haut. Si on raisonne en termes de diminution de tension, eh bien la tension UG, car un générateur, c'est RI, elle diminue de RI et elle diminue de moins E, c'est-à-dire elle augmente de E. Dans ce cas, elle diminue avec une valeur de diminution négative, donc elle augmente. Mais si on raisonnait en termes de production de tension, qui est plus logique surtout en énergétique, l'UG, U générateur, c'est E moins RI, donc U sortie moins U entrée, donc c'est UA moins UB, alors qu'elle était de UB moins UA, elle est positive. C'est-à-dire à l'extérieur, on raisonne comme si c'était à l'extérieur du générateur. Maintenant, on parle des récepteurs. Le récepteur est caractérisé par sa force contre-électromotrice, la FCER, petit e, qui caractérise son aptitude à transformer l'énergie électrique en une autre forme différente de la chaleur, c'est-à-dire en autre forme qui n'est pas électrique, mais qui n'est pas la chaleur, parce que la chaleur, c'est les résistances. Elle transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. C'est une perte d'énergie vis-à-vis du circuit électrique. Donc, elle transforme, le but de c'est de transformer l'énergie chimique, l'énergie électrique en autre énergie comme chimique, dans les batteries, mécaniques comme les ventilateurs mécaniques, etc. Donc, elle a aussi sa résistance, puisqu'elle est formée par des conducteurs. Donc, U est un récepteur, donc Naya, c'est U A moins UB, toujours U entrée moins U sortie. Donc c'est une perte, c'est une diminution du potentiel, elle diminue avec E et elle diminue avec L'. Bon, E, qui va la force électromotrice ou la force contre-électromotrice, l'unité 40 c'est le volt. Donc, le récepteur est schématisé comme ça. Bon, il est schématisé avec une rondelle avec les X. La tension au port d'un condensateur, quand on parle de condensateur, on a vu que U condensateur, c'est Q sur CQ, c'est la charge du condensateur, et c'est la charge positive. Donc la charge positive, il y a la charge du condensateur, divisée par C en phase. Le générateur, on commence par le branchement en série. Et pour le branchement en série, on a deux cas de figure. Le premier, c'est le branchement direct, c'est-à-dire que les générateurs sont branchés dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils essayent de pousser le courant vers la gauche ici dans ce cas. Donc, le générateur équivalent a une force électromotrice égale à la somme des forces électromotrices des différents
générateur et une résistance qui est égale à la somme des résistances. Donc, on a un générateur qui n'est pas suffisant, on utilise plusieurs donc, en série pour avoir une force électromotrice qui augmente. Le deuxième branchement, c'est un branchement en opposition, toujours en série, mais en opposition, c'est-à-dire on a un générateur qui essaie de pousser dans le sens vers la gauche, alors que le deuxième essaie de pousser vers la droite. Bon, bien sûr, il y a quelques-uns qui vont me demander, ah, monsieur, si on a plusieurs à gauche, plusieurs à droite. Donc, on fait ceux qui sont qui poussent dans un sens, l'expression, ou ceux qui poussent dans le sens inverse, l'expression. Et donc, on aura deux générateurs. Donc, le résultant d'aller pousser vers la droite est le résultant de celui qui pousse vers la gauche. Donc, le générateur équivalent est dans le sens, si la force électromotrice à gauche sont plus grandes, donc celui résultant est dans le même sens. Et sa force électromotrice est égale à la différence, donc le plus grand moins le petit. Si c'est dans le sens inverse, donc ça sera dans le sens inverse. Et donc ça sera toujours le plus grand moins le petit. Pour les résistances, dans les deux cas, c'est la somme des résistances. Donc, dans ce cas, généralement, supposons que la force électromotrice Hada jouera forcément le rôle de générateur, alors que Hada jouera le rôle de récepteur. Donc on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire branchement en parallèle. Ici on ne traitera que le cas où les générateurs sont identiques, plusieurs générateurs identiques, et donc tous ont la même force électromotrice, mais et même résistance. Donc l'équivalent est un générateur qui a une force électromotrice qui est la même de chacun d'entre eux, et une résistance qui est divisée par le nombre de branchements. C'est-à-dire s'il y a 3, c'est divisé par 3. S'il y a 4 branchements en parallèle, donc on divise par 4 et ainsi de suite. Bon, on va passer maintenant à l'étude énergétique. On a vu que lorsqu'une charge véhicule se déplaçait d'un point A vers un point B, où par exemple le potentiel de A est supérieur à B, donc elle subit une diminution de potentiel VAB égale à VA moins VB. Et son énergie automatiquement diminue parce que l'énergie c'est dQ fois la charge fois le potentiel. Et donc on sait que la puissance instantanée c'est dW sur dt. La puissance, donc, c'est dQ fois VAB sur dt. Et dQ sur dt, c'est I. La puissance, c'est en watts. Le cas d'une résistance, la résistance est un consommateur d'énergie électrique qu'il dissipe. Elle dissipe en énergie calorifique par effet Joule. La puissance que dissipe une résistance, est PR égale à V, car la résistance fois I. Et donc, ça nous donne RI. Dans le cas d'un récepteur, le récepteur aussi, il consomme l'énergie électrique, mais il ne fait pas que dissiper l'énergie électrique. Il transforme une partie de l'énergie électrique consommée en une autre forme d'énergie autre que la chaleur, mais il y a aussi sa résistance qui transforme une partie de l'énergie en chaleur. Donc, la partie de la P récepteur, c'est V récepteur fois I, donc elle s'écrit donc EI, puisque le V récepteur c'est EI plus, c'est E plus R plus I, donc multiplié par I, on a deux termes. Le premier, donc on parle ici de puissance consommée. La partie c'est la puissance transformée, ou c'est la puissance dissipée ou perdue. Donc, le rendement d'un récepteur est noté R, c'est pour transformer de l'énergie. Donc, c'est la puissance qu'on veut obtenir sur la puissance qu'on lui a fournie. Donc, R, c'est la puissance transformée, plus sur la puissance consommée. Divisé par I, donc, les autres puissances consommées, c'est V récepteur fois I. Puissance transformée, c'est R, divisé par I, donc on a E sur V récepteur. Finalement, on va parler du cas d'un générateur de tension. Le générateur de tension est un producteur d'énergie. Ce n'est pas comme les autres. Donc, il a une autre logique.
celle de production. Donc P générateur, c'est V générateur fois I, mais V générateur, c'est à l'intérieur du générateur. C'est E, c'est la force électromotrice moins RI. Combien il a produit de potentiel. Donc, P générateur, c'est EI moins RI carré. Donc, c'est la puissance, c'est E générateur, c'est V générateur fois I. Et donc, ça nous donnera cette expression. C'est la puissance qu'il a fournie au circuit. Mais c'est quoi? C'est la puissance électrique qu'il a produite par sa force électromotrice, EI, moins RI carré, la puissance perdue, dissipée par sa résistance interne. Donc la puissance la plus grande, c'est celle qui a été produite. Donc moins celle qui a été perdue, on trouve celle qui va fournir au circuit extérieur au générateur. Donc le rendement d'un générateur, c'est la puissance fournie au circuit, c'est le but, sur la puissance qu'il a produite. Et donc, en divisant les deux par I, donc on obtient la force électromotrice moins RI sur epsilon. Plus le rendement est meilleur, plus R est meilleur, donc le rendement est meilleur. On va maintenant parler de prendre quelques définitions. On définit en premier lieu le nœud, puis la branche, puis la maille. Donc, le nœud, c'est quoi? C'est le point où, dans un circuit où se rencontrent trois fils conducteurs ou plus. Comme ici, c'est des conducteurs. Donc, il y en a 3, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 2. Ce n'est pas un nœud. La branche, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments du circuit, ou de la portion du circuit, qui se trouve entre deux nœuds successifs. Alors, on a le schéma ici, on a les deux nœuds, A et B, c'est des nœuds. On a les branches, c'est entre A et B en passant par C, entre A et B en passant par D, entre A et B en passant par F. La maille, par contre, c'est l'ensemble des éléments du circuit qui donnent une boucle fermée. Donc, dans la figure Ternaya, on a trois boucles. Soit la première en passant de A par D, B, C et revenir vers A, donc c'est une maille. Soit la deuxième en passant par A vers B en passant par C, et donc F et revenir vers A. Soit l'extérieur, donc A, D, B, F, A. Ça, c'est les trois mailles. Bon, maintenant on va parler des lois de Kirchhoff, c'est les lois d'Ohm généralisées. Donc, la loi des nœuds, dans un nœud, il y a conservation des charges. C'est-à-dire la somme des charges qui rentrent dans un nœud, c'est égal à la somme des charges qui rentrent et qui sortent. Et donc, on divise en même temps, bien sûr, dans le même temps, intervalle de temps dt. Et donc, en divisant le sigma de dq sur dt, on obtient les intensités. La somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes, qui peut s'écrire aussi sigma de I égale 0, prenant comme I positif sortant ou I rentrant négatif, ou le contraire, bien sûr. Là, donc ça, c'est la loi de Deligne. Dans la figure précédente, on a deux nœuds, A et B. Mais en réalité, en termes de calcul, on n'a finalement qu'une seule équation parce que les deux donnent la même équation. I1 plus I2 égale à 3 au point A. Au nœud A, plus point B, on a I3 égale I1 plus I2, ce qui est identique à la première. Donc, il n'y a qu'une seule équation de calcul. Pour la loi des mailles, on fait un sens de circulation dans la maille, on choisit un sens aléatoire, et donc on calcule la somme des tensions. Donc, on fait une circulation dans une maille et on somme les tensions pour aller d'un point et revenir vers le même point, par exemple A. Donc, l'exemple là, la maille 1, on a pris A comme départ et on revient vers A. Donc, la somme des tensions en valeur algébrique égale à 0. La même chose pour B. Pour la deuxième maille, on a commencé par A, on revient vers A, donc VAA c'est VA moins VA, donc c'est 0. Ou la troisième maille. Il faut remarquer aussi qu'une des trois équations peut être obtenue à partir de deux autres équations. Il y a Artibat Khatayna. Donc la première,
la deuxième peuvent donner le troisième. Donc finalement, combien d'équations de calcul on a? On a uniquement deux